S'il y a bien un personnage emblématique de l'univers de 40K et de Résidorus, c'est celui de l'empereur de l'humanité. Mais que sait-on de lui? S'il semble réduit à l'état de cadavre pensant sur le trône d'or dans 40K, il marchait, luttait aux côtés des humains depuis l'aube de l'humanité, comme nous le découvrirons par la suite. Le maître de l'humanité, le garçon qui allait être roi. Le garçon qui allait être roi tenait entre ses mains le crâne de son père. Il le fit tourner lentement en caressant du bout des doigts les contours de l'os à nu. Un pouce, encore marron de terre, remonta un à un les chicots d'ivoire du sourire macabre auquel manquaient des dents. Il leva le regard vers l'étagère de pierre où les autres crânes étaient posés dans leur veille silencieuse. Il fixait la pénombre confinée de la hutte, leurs yeux remplacés par des cailloux lisses, le visage remodelé grossièrement à l'argile. Il lui appartenait de reconstituer le visage de son père de la même façon, de lui sculpter ses traits familiers à l'aide de terre humide, en l'étalant lentement sur son couteau de silex, puis de laisser le crâne sécher et cuire sous le soleil haut. Le garçon songea qu'il pourrait utiliser des coquillages pour les yeux, s'il parvenait à en échanger deux qu'ils soient assez lisses avec les troqueurs de la côte. Il ne tarderait pas à aller s'en occuper, de telles choses appartenant à la tradition. Mais il lui fallait d'abord des réponses. Il retourna le crâne une fois encore pour parcourir du pouce les bords du trou inégal ouvert dans l'os. Il n'avait pas besoin de fermer les yeux et de méditer pour savoir la vérité. Il n'eut pas à prier l'esprit de son père pour que celui-ci lui dise ce qui était arrivé. Il se borna à toucher le trou dans la tête de son père et il sut aussitôt. Il vit le couteau de bronze tomber de derrière. Il vit son père s'écrouler dans la boue. Il vit tout ce qui s'était produit pour conduire à cet instant dans le temps. Le garçon qui allait être roi se leva du sol de sa hutte familiale et sortit dans le village en tenant le crâne d'une main. Les huttes en briques de terre bordaient les deux berges de la rivière. Les champs de blé à l'est formaient une mer d'or sombre sous le regard du soleil couchant. Le village n'était jamais entièrement calme, même après que le labeur du jour fut fini. Les familles discutaient, riaient et se battaient. Les chiens aboyaient pour avoir l'attention et suppliaient d'être nourris. Le vent faisait remuer les arbres de la brousse, dont le bruissement des feuilles et le crissement des branches formaient leur chanson perpétuelle. Un chien dépenaillé grogna au passage du garçon, et s'enfuit en courant une fois que celui-ci lui eut pourtant à peine adressé un regard. Un oiseau charognard, le dos courbé et l'œil mauvais, lança son cri au-dessus du village. Une meute d'autres enfants en guenilles s'écarta lorsqu'il se rapprocha, en interrompant leur jeu de bataille et en baissant les yeux. Ses pieds nus l'entraînèrent d'un pas infaillible vers la demeure du frère de son père, lequel, tanné et endurci par ses années passées dans les champs, était assis au bord de la hutte, à enfiler des perles sur une ficelle pour la plus jeune de ses filles. Son oncle l'accueillit en prononçant le son qui représentait son nom. En réponse, le garçon leva le crâne de son père. Bien des siècles après cet événement, les citoyens de culture pourtant avancée et civilisée se méprendraient encore souvent sur ce qu'était précisément un infarctus du myocarde. La douleur brusque, le resserrement éprouvé dans la poitrine étaient dus à ce que le sang ne s'écoulait plus convenablement par les passages menant au cœur, provoquant des dommages au tissu myocardique du cœur lui-même. Pour le dire simplement, le noyau central d'un être humain tournait alors à sec, en essayant de fonctionner sans son lubrifiant oxygéné. Ce qui arriva à l'oncle du garçon quand il posa les yeux sur le crâne de son frère assassiné. Le garçon qui allait être roi le regarda sans remords ni aucune hostilité. Il continua de regarder alors que son oncle, glissant dans la boue depuis sa position accroupie, serrait sa poitrine perfide. Il regarda ses traits hâlés se crisper encore, hideux et pincés par cette douleur suprême, tandis que le début des convulsions commençait à le faire trembler.
Il vit le collier lui glisser des doigts, le collier en train d'être fait pour sa petite cousine et qui ne sera jamais terminé. D'autres arrivèrent en courant. Ils s'affolèrent, ils crièrent, ils émirent des bruits de langage qui exprimaient la panique et le chagrin dans un idiome proto-indo-européen, qui viendrait plus tard à être connu comme un précurseur du dialecte hittite. Le garçon repartit en marchant vers la hutte de sa famille. En chemin, il se tourna vers la silhouette du géant bardé d'or qui marchait près de là. Des tatouages d'un clan de guerre nord-africain se déroulaient sur le visage de cet immense guerrier, depuis ses tempes pour suivre les courbes de ses pommettes. Les enroulements d'encre serpentin, blancs sur sa peau sombre, s'arrêtèrent sur son menton juste au-dessous de la bouche. « Bonjour, Ra, dit le garçon dans un langage dont il ne serait pas fait usage sur ce monde avant plusieurs milliers d'années. Cette langue était appelée le haut gothique par ceux qui l'employèrent. Le guerrier d'or, Ra, mit un genou au sol, ébloui à la vue d'une terra qui n'existait plus depuis des millénaires. Un décor propre et fertile que la guerre avait laissé encore intact. Ce monde n'était pas réellement Terra, il s'agissait encore de la terre. Le géant s'était incliné et le garçon debout devant lui. Il leur fut bien difficile de se regarder dans les yeux. « Mon empereur !» dit le custodes. Le garçon posa une main contre le plastron du géant, ses doigts foncés par-dessus l'aigle royal. Sa peau, musée au travail agricole, déjà rugueuse malgré son jeune âge, courut le long d'un aigle doré. Son expression était réfléchie, à défaut de paraître entièrement sereine. Il ne souriait pas. L'homme que ce garçon allait devenir ne souriait jamais lui non plus. « Vous ne m'aviez encore jamais montré ses souvenirs, dit Ra. » Le garçon le fixait. « Non, il est vrai. C'est ici que tout a commencé, Ra, sur les rives du Sakarya. » Il tourna ses yeux anciens vers le fleuve. Tellement d'eau, tellement de vie. Si j'ai été déçu par les merveilles de la galaxie, c'est uniquement parce que nous avons eu de la chance de grandir dans un tel berceau. Il y avait tant à apprendre, Ra, tellement à savoir. Je suis heureux que vous voyiez à quoi cela ressemblait. Ra ne put s'empêcher de sourire du ton distrait, contemplatif qu'employait le garçon. Il l'avait déjà entendu de nombreuses fois, dans la voix d'un autre homme qui lui était aussi familière que la sienne. « C'est un honneur de le voir, sire. » Le garçon regarda vers lui, à travers lui, et finit par lever sa main de l'emblème d'aigle sur la plaque pectorale du custodes.